Bonjour tout le monde, ici Vanessa DL et bienvenue au podcast Mystique, le podcast dans lequel on tente de démystifier le mystique, d'explorer l'occulte et d'apprivoiser l'inconnu dans la spiritualité, et ce, sans tabou et sans censure. Je suis heureuse de vous retrouver encore une fois cette semaine pour une toute nouvelle entrevue, cette fois-ci avec Marjorie. Marjorie Few, peut-être que vous la suivez déjà sur Instagram. Marjorie, dans le fond, c'est une personne que j'ai rencontrée à travers les médias sociaux, qui, comme moi, est cartomancienne, mais ce qui est de super intéressant dans la pratique à Marjorie, c'est qu'elle utilise des cartes à jouer. Donc, je vous dirais que malgré que ça soit passionnant et très intéressant, il y a tellement de sujets de conversation que j'aurais aimé aborder avec elle, mais j'ai décidé de m'en tenir, à deux sujets particuliers qui sont le Reiki et le Kundalini. C'est les deux autres services, si on veut, que Marjorie offre. Puis, ce sont deux sujets que je connais sensiblement, mais j'avais des questions parce qu'il y avait des choses qui me tracassaient un petit peu avec ces sujets-là. Il y avait des choses que je comprenais mal, puis je me suis dit, si moi je les comprends pas, possiblement qu'il y a d'autres personnes aussi qui vont vouloir être éclairées à ces sujets-là. Marjorie, elle baigne dans l'ésotérisme depuis qu'elle est enfant. Elle a été initiée à la divination par les cartes à jouer, comme je vous parlais, à travers sa lignée maternelle. Elle utilise aussi la pendule, elle communique avec ses guides, puis elle développe son intuition et son hypersensibilité. Sa relation à l'ésotérisme et aux pratiques alternatives et holistiques s'ancre davantage lorsqu'elle fait face à une dépression puis un épuisement professionnel en 2011. C'est à ce moment-là qu'elle a découvert le yoga et les soins énergétiques. C'est le Reiki qui lui apprend à écouter puis à soulager son corps. Puis c'est le yoga et la méditation Kundalini qui lui fait vivre des transformations physiques et spirituelles. Donc, ce qui est de merveilleux avec Marjorie, c'est qu'elle prend tout ce beau savoir-là, qu'elle respecte énormément les traditions qu'elle a apprises, mais qu'elle réussit à les partager avec énormément d'intégrité puis d'authenticité. Je suis contente de parler avec Marjorie aujourd'hui parce que en fait, l'épisode qu'on a enregistré ensemble, l'entrevue, a éveillé beaucoup de sujets que je trouvais qui étaient extrêmement intéressants. Puis, en totale transparence, Marjorie puis moi, après l'épisode, on a jasé pendant, je pense, une autre bonne demi-heure parce qu'on avait tellement de choses à se dire. Donc, j'espère que ça va vous plaire aussi, que vous allez comprendre davantage qu'est-ce que le Reiki, comment l'utiliser. Même chose pour le yoga Kundalini. Marjorie, c'est une Gémeaux, donc ça tombe bien, on entre justement dans le mois du Gémeaux, qui est le signe de la communication, du langage et de l'apprentissage. Puis justement, le 22 février, mon Dieu, le vendredi 22 mai, ça va être une nouvelle lune dans le signe du Gémeaux. Puis, une chose qui est importante à comprendre avec le Gémeaux, c'est que c'est pas juste le signe de la communication, c'est le signe de l'exploration. Fait que si le signe du Bélier, par exemple, c'est l'étincelle de vie, l'affirmation de soi. Le signe du Taureau, comme je vous ai dit dans un épisode passé, c'est l'idée que on doit donner un certain contenant, un corps à cette énergie de vie-là pour pouvoir lui donner vie puis la faire avancer. Puis là, dans l'énergie du Gémeaux, on peut s'imaginer qu'un petit enfant qui est venu au monde, qui a maintenant conscience qu'il a un corps, qu'il est un humain à part entière, détaché de sa maman, va commencer à explorer son environnement. Va ramper par terre, va vouloir toucher à des choses, va vouloir mettre des choses dans sa bouche, sentir. Donc, c'est vraiment l'idée d'explorer son environnement qui est de proximité, qui est près de lui. Donc, avec une nouvelle lune en Gémeaux, c'est un super bon moment pour vous demander qu'est-ce que vous aimeriez explorer. Qu'est-ce qui est à portée de main pour vous présentement, puis que vous pouvez peut-être essayer d'en apprendre davantage ou de faire une lecture ou de nourrir votre curiosité, stimuler votre intellect en approfondissant votre savoir sur un sujet X. Si ces sujets-là, c'était le Reiki
ou encore le Kundalini, bien, vous allez être servi aujourd'hui parce que c'est une conversation super intéressante que j'ai eue avec Marjorie. Puis juste avant qu'on se lance dans l'écoute de l'entrevue, j'aimerais faire un petit trigger warning que on parle d'abus sexuels un petit peu dans l'épisode, étant donné que je pose une question très précise à Marjorie concernant Yogi Bhajan, qui est une des têtes d'affiche, si on veut, du yoga Kundalini, qui a été accusée dans la vague du mouvement MeToo d'abus sexuels, physiques et psychologiques sur certaines pratiquantes. Donc, juste pour que vous sachiez, c'est un des sujets qu'on aborde ensemble. Donc, écoutez, sur ce, je pense qu'on est prêt à se lancer dans cette écoute-là. Je vous souhaite une bonne écoute. Puis, merci encore de tous vos beaux commentaires, de votre support, de tout ce que vous nous offrez en termes de reconnaissance, puis de juste sentir que ce qu'on fait, ça l'atterrit, puis que ça résonne pour vous. Je pense que c'est le plus beau cadeau que vous pouvez pas nous faire. Je dis nous parce que c'est moi puis la gang de Roméo et Fils qui produisent le podcast. Je suis pas tout seul là-dedans. Donc, de sentir que ce qu'on fait a un impact, que ça vient vous chercher puis que ça résonne en vous, c'est vraiment le plus beau cadeau que vous pouvez nous faire. Donc, sur ce, on se laisse et je vous souhaite une super bonne écoute. Bonjour Marjorie, je suis super contente de te recevoir au podcast aujourd'hui. D'abord, j'ai envie de te demander comment ça va? Ça va bien. Ça va bien, malgré le confinement, malgré ce qui se passe actuellement. J'ai l'impression que enfin je vis une espèce de rythme qui s'accorde plus avec moi. C'est spécial à dire, là. Tu sais, je sais qu'il y a beaucoup de moments, il y a beaucoup de choses difficiles qui se passent en ce moment. Étant très empathique, ça peut être difficile, mais en même temps, je pense que je profite en quelque sorte de cette période-là pour prendre mon temps, puis apprécier la lenteur aussi. Est-ce que tu te considères une introvertie? Longtemps, je me considérais comme une extravertie. OK. Puis en vieillissant, je pense que j'étais une fausse extravertie. Puis oui, de plus en plus, j'apprécie, je pense, mon monde intérieur, puis j'apprécie ma petite coquille, puis ouais. C'est drôle. Un mix des deux, des fois. Oui. C'est parce que souvent, on mélange qu'est-ce qui nous fait plaisir versus ce qui nous remplit ou nous vide d'énergie. Oui. Puis, tu sais, malgré, personnellement, que j'aime être entourée de gens, puis j'aime le contact humain, puis c'est quelque chose qui me manque dans mes ateliers, par exemple, en ce moment. Mais de l'autre côté, je réalise que c'est vraiment dans la solitude, puis dans mon temps, tu sais, comme on my own, que vraiment je me remplis d'énergie, tu sais. Fait que c'est comme un petit mix des deux, genre intra/extroverti, genre. Ben oui, en fait, je trouve que c'est tellement nourrissant quand j'offre des ateliers moi aussi, ou quand je parle aux gens, tout ça, le contact humain, je trouve ça hyper nourrissant, mais j'apprécie mon petit confort intérieur. Je suis tout le temps curieuse de savoir comment des personnes comme toi puis moi, qui ont fait des métiers quand même similaires, on est dans une industrie, entre guillemets, je dis entre guillemets, c'est une industrie, il faut bien l'assumer, qui est similaire. Puis, il y a tellement eu de shift dans comment on fait notre travail, dans la réponse que les gens ont aussi par rapport à notre travail. Est-ce que toi, tu as observé une augmentation d'intérêt, de recherche, même d'ouverture par les gens depuis que la crise du COVID a commencé? Vraiment. Puis il faut vraiment que je mesure, justement, tu sais, mon niveau d'énergie à moi, je suis encore en train de l'apprivoiser. Hein. Puis je pense que c'est un travail que je fais constamment sur moi. Puis j'ai vraiment noté une hausse d'achalandage là, par rapport au service de cartomancie ou de Reiki, à distance le Reiki, vraiment, qui était, je dirais pas que c'était un de mes services les moins populaires, mais je dirais que les gens qui venaient me voir en Reiki, c'était des gens qui avaient une connaissance déjà par rapport au Reiki ou qui étaient déjà dans ce domaine-là. Puis là, vraiment, il y a une espèce d'explosion. Là. Les gens ont envie, ont besoin
de se tourner vraiment vers l'intérieur, de se reposer, de relaxer, tu sais, de se déposer vraiment. Oui. Mais de la manière que je le vois, c'est comme si, de par le confinement, les gens sont plus... Ouais, c'est le mot que je vais utiliser. Ils sont forcés. C'est comme si on est imposé de passer du temps avec soi. Puis, il y a certains d'entre nous qui avons déjà développé les outils qui nous permettent de naviguer notre monde intérieur puis d'être guidés un petit peu là-dedans. Mais il y a des personnes pour qui c'est relativement nouveau, tu sais, qu'on ne sait pas par où commencer, on ne sait pas comment débuter notre quête intérieure. Fait que je pense que de par la solitude qu'on vit collectivement, c'est un peu paradoxal, on est à la recherche de ces outils d'exploration-là en ce moment, tu sais. Puis toi, justement, tu utilises la cartomancie, tu utilises plein d'outils. Tu es vraiment une sorcière à part entière, tu sais. Puis c'est ça, de plus en plus, je réalise, je suis comme, OK, c'est vraiment une witch, Marjorie, là, comme dans tous les aspects. Tu célèbres la roue de l'année, qui sont les 8 fêtes d'origine celtique, si je me trompe pas, pour... qu'on associe beaucoup, justement, au paganisme, à la Wicca, puis tout ça. Donc, tu utilises, oui, la cartomancie, mais aussi le Reiki, puis le yoga Kundalini, puis c'est vraiment de ces deux sujets-là que j'étais super intéressée de te parler, parce que honnêtement, il a fallu que j'essaie de filtrer un peu, parce que j'étais comme là, j'y parlerais de tout, honnêtement. Là, je pourrais passer 4 épisodes avec Marjorie, mais je me suis dit, Reiki puis Kundalini, c'est 2 sujets que j'ai jamais abordés et que je comprends un peu moins bien. Dans le sens que le Reiki, pour moi, c'est drôle, j'ai fait mon niveau 1, puis j'ai fait un Reiki Mayo, qui est un Reiki plus chamanique. Ça fait longtemps que je l'ai fait, on s'entend, là. Je suis pas sûre qu'aujourd'hui, je le referais avec la nouvelle compréhension de certains concepts que j'ai. Mais on dirait que malgré avoir fait ces certifications-là, ça reste très mystérieux pour moi, c'est quoi le Reiki. Fait que j'étais excitée de t'en parler pour que tu puisses démystifier ça un petit peu pour moi puis pour les gens qui écoutent. Fait que, comment t'expliquerais c'est quoi le Reiki? Premièrement, est-ce qu'on dit Reiki? Est-ce qu'on dit Reiki? Comment on le dit, ce mot-là? On dit Reiki. On dit Reiki, Reiki, OK, c'est Reiki, bon. oui. Mais le Reiki, c'est tellement vaste. Tu sais, je suis persuadée aussi, je lis beaucoup là-dessus. Je suis persuadée aussi que c'est une méthode qui existait bien avant, qu'on appelle ça Reiki, ou que quelqu'un s'approprie ce type de soin-là. Là. Tu sais, le soin par les mains, là, guérir par les mains, tout ça, je suis persuadée que ça existait bien avant. Là. Moi, le Reiki que je pratique, c'est le Reiki de Mikao Usui, qui est un moine bouddhiste japonais, début du 20e siècle, si je ne me trompe pas, qui est un peu à la base de tous les types de Reiki qui ont surgi après cette époque-là. Puis Reiki, en gros, ça veut dire énergie vitale. C'est l'énergie universelle, c'est l'énergie de vie. Donc, tout est énergie. C'est comprendre qu'absolument tout, toi, les objets autour de toi, la pièce dans laquelle tu te trouves est énergie, est composée d'énergie. Puis en fait, on va canaliser cette énergie-là. En tant que praticienne, on canalise l'énergie vers la cliente. Puis on contribue au rééquilibre, si tu veux, de ces systèmes énergétiques, autant physiques qu'émotionnels. On contribue à soulager la personne. Mais en fait, c'est comme si... tout part de la personne. Nous, on fait juste suivre, on est juste un canal d'énergie. Puis vraiment, la guérison, je mets des gros guillemets là, par rapport à la guérison, là, mais c'est vraiment la personne, c'est son énergie à elle aussi qui va enclencher le processus de rééquilibre. Donc, c'est avant tout aussi une relaxation profonde. Là. OK, je comprends. Ça m'amène en fait à la deuxième question. Dans quelle circonstances est-ce qu'on fait appel à un traitement de Reiki, par exemple? C'est quoi les raisons qui pousseraient quelqu'un à aller en chercher un? Un soin Reiki, ça peut être n'importe quoi. Tu sais, j'ai des gens qui viennent juste parce que ils aiment le feeling là, que ça leur donne, l'espèce de relaxation très, très profonde où t'es entre le sommeil, tu sais, t'es comme entre le rêve, le sommeil et la réalité, si on veut, là. Puis, il y en a que c'est vraiment juste pour ça, une espèce de rééquilibre, une relaxation. Il y en a d'autres, c'est parce qu'ils font de l'insomnie, de l'anxiété, beaucoup. Beaucoup de gens viennent me voir ou font appel à mes services par rapport à leur anxiété, le stress, les tensions physiques, mais souvent causées par le stress.
C'est vraiment, vraiment ça. Mais il y a de tout pour tout, là. Tu sais, il y a des femmes, des personnes enceintes qui viennent me voir. Il y en a que c'est vraiment suite à des opérations ou pour venir apaiser peut-être des traitements en médecine conventionnelle, là, je pense à chimio ou autre, là, pour venir apaiser, si on veut, les effets secondaires dus à ces traitements-là. Il y a vraiment... C'est très, très vaste, là. Moi, c'est à travers les médias sociaux que je t'ai connue, en fait. Puis je suis venue te voir à quelques reprises pour des traitements de Reiki. J'en ai fait un en personne puis un à distance, en fait. Oui. Puis moi, ma raison, c'était surtout l'anxiété. Puis j'ai vraiment senti que ça m'a aidé à me déposer dans mon corps, mais surtout à être capable de cibler davantage la racine d'où ça venait. Fait que ça m'amenait une compréhension, en fait. C'est comme si je calmais assez les eaux troubles ou comme l'intensité de ce que je vivais pour qu'une fois dans le calme, je sois capable de sonder puis de faire comme, OK, c'est de là que ça prend racine, c'est de là que ça vient, tu sais. Puis, c'est des traitements qu'on peut faire en personne, mais je pense que c'est au niveau 2 qu'on peut commencer à faire des traitements à distance. Est-ce que c'est ça? Oui. Oui, bien, il y a 3 niveaux, 3 ou 4, ça dépend des enseignants aussi là, qui l'enseignent, là, le Reiki. Mais il y a 3 niveaux. Deuxième niveau, le premier niveau, c'est vraiment en lien avec l'auto-soin. Tu apprends à pratiquer le soin sur toi-même. C'est vraiment, la manière dont je l'enseigne, en fait, j'aime beaucoup baser mes enseignements sur l'intuition, le développement du ressenti pour que tu développes cette connexion-là avec toi, que tu comprennes tes centres énergétiques, mais aussi qu'est-ce qui te fait du bien là, maintenant, tu sais. Puis le niveau 2, là, oui, c'est vraiment les symboles et le Reiki à distance et le Reiki sur une clientèle si tu le désires. Donc, c'est vraiment à partir d'un niveau 2 que tu peux l'apprendre, tu peux apprendre à le donner à distance. Puis niveau 3, là, c'est vraiment, ça peut être le niveau maître et ensuite encore des symboles et vraiment le développement de soi. C'est toujours basé sur un développement de soi aussi. C'est vraiment intéressant parce que j'ai vu sur ton site web qu'en fait, tu as fait 2 fois un niveau 1, 2, 3 avec 2 profs différents. Oui. Puis, je trouve ça intéressant parce que ça doit être similaire un peu au yoga que tu as beau faire un 200 heures, tu peux faire plusieurs 200 heures qui est la formation de base. Mais comment est-ce que tes 2 professeurs t'ont amené une perspective différente de ta pratique de Reiki? Mais j'ai une professeure qui, en fait, était beaucoup, beaucoup basée sur les ressentis, l'intuition. Puis elle m'a inspirée beaucoup dans ma manière de l'enseigner. Puis l'autre, c'est vraiment basé sur l'énergie, les centres énergétiques. C'est un peu plus physique, si on veut, ce qu'elle fait. Les 2 m'inspirent vraiment dans ma pratique, mais si j'ai décidé de refaire des niveaux avec des professeurs, c'est vraiment pour rester à jour. Puis peut-être, justement, voir d'autres façons de faire aussi, avoir une opinion peut-être différente de la première que j'ai eue. Puis dans mon évolution, par rapport à mon évolution à moi aussi, voir où je suis rendue, qu'est-ce qui m'interpelle le plus, là. Mais oui, je dirais que c'était pour vraiment apporter une espèce d'équilibre dans mon apprentissage personnel pour moi, mais aussi dans ma manière de redistribuer l'information puis de l'enseigner aussi. C'est ça, parce que dans le fond, toi, la manière que tu l'utilises en ce moment, tu fais des soins privés, fait que des soins à distance en ce moment, bien évidemment. Puis, tu fais aussi des cercles de Reiki, un auquel j'ai participé. Fait que dans le fond, les gens s'inscrivent, puis tu fais des... Dans le fond, tu en parles un peu comme un cercle de méditation, quasiment, où est-ce qu'on se fait tous un soin en même temps, on participe tous comme collectivement à ce cercle-là de Reiki. Puis, en plus de ça, tu enseignes le Reiki, fait que tu formes des nouveaux pratiquants. Exactement. Les cercles Reiki, tu dis bien, c'est un cercle de méditation avant tout. C'est vraiment de la méditation pour moi. C'est une façon de se réunir puis de pratiquer ce soin-là à plusieurs. Je trouve que c'est tellement bénéfique, puis ça amplifie vraiment la vibration de cette énergie-là. Ça fait du bien. À chaque fois que j'en sors, je le dis souvent, là, je me sens hyper, hyper énergisée. Je trouve que c'est tellement simple aussi, le Reiki, c'est tellement facile de se faire du bien avec ça. Puis oui, à travers la méditation, on respire ensemble, il y a une thématique, tout ça. Puis après, on se met ensemble, on fait le soin, puis on amplifie cette fréquence-là au plus grand nombre. Puis c'est ouvert pas juste aux personnes qui ont fait leur formation de Reiki, dans le fond, même quelqu'un qui débute, qui connaît pas ça.
pourrait comme se tremper l'orteil avec ça. Quelqu'un qui veut juste s'introduire à ça, c'est vraiment une belle façon de faire, là, t'sais. Parce que oui, je l'enseigne, mais pour moi, tu sais, oui, il y a une base dans l'enseignement du Reiki, il y a comme une marche à suivre, si tu veux, dépendamment des niveaux, tout ça. Tous les niveaux ont une signification différente, sont faits pour t'amener plus loin dans ton cheminement, mais aussi... je pense que c'est quelque chose qui devrait être accessible à tous. C'est vraiment une méthode, c'est tellement simple que je pense que tout le monde peut en bénéficier, puis non, pas besoin d'expérience pour les cercles Reiki du moins. Oui, c'est une belle manière de commencer à s'introduire à ce que c'est, puis de comprendre l'énergie du Reiki. Puis j'aime comment tu l'approches d'une manière que, d'une certaine manière, il faut genre tu te le personnalises un peu, tu sais, que tu l'intègres à ta manière pour que ton offrande soit après un petit peu plus authentique à qui tu es. Puis moi, un des aspects que j'ai beaucoup aimé dans ton approche au Reiki quand j'ai pris des rendez-vous avec toi, c'est que d'un côté, oui, tu as cette relaxation profonde-là, mais en plus, après, tu as une guidance. Tu sais, c'est que toi, pendant que tu donnes ton soin, tu ressens des choses, puis après, tu les transmets. Donc, tu sais, même pour quelqu'un qui cherche juste à comme trouver un petit peu de direction dans où je devrais mettre mon énergie, comment par moi-même ensuite m'empuissancer, un grand mot qui n'existe pas mais que je vais continuer d'utiliser, m'empuissancer pour poursuivre mon processus de guérison entre guillemets ou de développement personnel ou d'évolution de l'âme, peu importe. C'est un super bel outil, le Reiki, pour ça, tu sais, de trouver ta praticienne ou praticien qui vibre avec toi pour ça, là. Moi, je t'ai trouvée, je suis chanceuse de t'avoir pour ça. Merci. Ben, c'est sûr que, tu sais, le Reiki, pour moi, c'est important de surtout pas... dans tout ce que je pratique, c'est important pour moi de maintenir l'espèce de tradition. La base du Reiki. D'où ça vient, qui a bâti cette méthodologie-là. De pas me l'approprier, de pas dire, ben moi, à tel niveau, je décide que... Non, je suis vraiment la ligne directrice. Mais aussi, c'est sûr qu'à force de... Ben, tu le sais sûrement aussi, à force de faire ce travail-là sur toi, à force d'être en contact avec ça, ben, tu développes, il y a un ressenti qui est plus fort, tu développes une espèce d'introspection qui est assez puissante, puis on dirait que c'est justement l'intuition parle plus fort, tu es en mesure de peut-être apporter un peu plus, de guider les gens un peu plus aussi, puis des fois, j'ai des flashs assez intenses durant mes soins aussi. T'sais. Fait que pour moi, c'est important d'en faire part. Juste si la personne veut savoir aussi. T'sais. Oui, évidemment. Puis je trouve ça super important qu'est-ce que tu dis parce que je pense qu'avec l'astrologie, le tarot, le yoga, tous ces arts mystiques-là, si on veut, ou ces technologies de guérison-là, il y a comme... selon moi, l'importance de respecter la tradition, d'avoir ce fondement-là qui est présent, qui est compris. Puis ensuite, tu builds ta pratique, mais sur ces fondations-là qui sont basées sur le respect de la tradition, tu sais. Mais ça m'arrive des fois de voir des gens qui se lancent, par exemple, en astrologie, puis je suis comme, wow, minute papillon, tu sais. Avant de, comme, d'apporter ton input, puis toute... ta grande sagesse par rapport à l'astrologie, assure-toi que ça soit fondé sur quelque chose de solide, tu sais. Mais c'est tout à cause que c'est des domaines tellement sacrés, tellement secrets et justement ésotériques, qui signifie dans le secret, mais c'est difficile de savoir, t'es-tu rendu au point où est-ce que ta fondation est assez solide pour jouer avec un petit peu puis y mettre ta saveur, tu sais. Mais je pense qu'il faut pas avoir peur non plus de... Tu sais, des fois, les gens me posent des questions sur le Reiki, sur peu importe, puis des fois, je connais pas la réponse. T'sais. Oui, c'est tellement vrai. C'est important de dire, je le sais pas, je vais vérifier ou je vais faire des recherches, laisse-moi te revenir, mais pour l'instant, tu sais, je sais pas. Est-ce que c'est un truc de... C'est une affaire de dire, je suis pas rendue là, ou tu sais... Mais je pense qu'on est tout le temps... Tu sais, la spiritualité, c'est tellement vaste, c'est un chemin de vie, là. Ça arrête jamais, tu sais. C'est sans fin, là. C'est sans fond, là. Fait que des fois, ça m'arrive de dire, je sais pas. Puis je pense qu'il faut l'assumer, il faut pas prétendre non plus en savoir plus, tu sais, qu'on sait. Oui. Ben, c'est de l'humilité. En gros, c'est vraiment ça, là. C'est super important. Oui. Oui, puis moi, justement, l'humilité dans les formations Reiki que je donne, le niveau 1, je le dis, restez humble dans la pratique. T'es pas une espèce de praticienne que, oh, viens, je vais te guérir et je viens... Non, c'est pas vrai.
Tu sais, c'est la personne qui se soigne elle-même. T'es un outil parmi tant d'autres. Reste humble. Tu le sais pas, tu le sais pas. Ouais. Puis il faut faire attention aux gens qui disent le contraire de ça. Oui! Quand tu fais face à quelqu'un qui semble tout savoir, qui a la réponse à tout, qui n'a jamais de faille, ben c'est qu'à quelque part, pose-toi des questions. Là, comme c'est peut-être quelqu'un qui, justement, se fait un grand mur puis se cache derrière, tu sais. Définitivement. J'ai l'impression que des fois, cette approche-là joue un petit peu contre moi. Tu sais, comme des fois, ça me met quasiment des bâtons dans les roues. Est-ce que, tu sais, même faire des ateliers d'astrologie, tout ça, c'est un sujet que je connais bien, mais tu sais, évidemment, je suis tellement consciente de tout ce qui me reste à apprendre quand même. Oui. Ça, c'est l'histoire d'une vie, qu'à chaque fois, je suis comme, ben là, je suis pas prête. Je suis pas prête de l'enseigner, je suis pas prête de l'amener. Puis des fois, c'est moi qu'il faut qu'il travaille à, OK, non, regarde, t'en sais assez pour offrir ce que les gens qui t'écoutent peuvent comprendre aussi, tu sais. Mais bref, je pense que c'est beaucoup aussi la distinction entre enseigner un sujet puis le pratiquer. Tu sais, pour arriver à enseigner quelque chose, il faut que tu l'aies intégré profondément, tu sais. Versus le pratiquer, en pratiquant, veux pas, ben tu apprends à définir ton propre style aussi en même temps, tu sais. Fait que c'est normal. Ton identité, oui. Exactement. Oui. Je suis curieuse aussi par rapport au principe du Reiki. Parce que je vais t'avouer que moi, quand j'ai commencé le Reiki, mon niveau 1, je l'ai beaucoup aimé. Tu sais, j'ai trouvé ça vraiment le fun, mais j'ai arrêté de l'utiliser parce que je pense que c'est 4 principes au Reiki qu'il y a. Il y en a 5. 5, OK. Les 5 principes du Reiki, il y en a qui m'ont comme freinée. Que je me disais comme, ben voyons donc, on dirait que mon cerveau compute pas comment ça peut être possible. Fait que bref, je vais t'inviter à nous dire c'est quoi les 5 principes, puis à nous les expliquer un petit peu. Pour que ça me fasse faire la paix avec ça. Bon, il y a 5 principes, tu l'as dit, puis chaque principe commence avec le bout de phrase « juste pour aujourd'hui » ou « simplement aujourd'hui ». Donc, simplement aujourd'hui, ne te mets pas en colère. Simplement aujourd'hui, ne t'inquiète pas. Simplement aujourd'hui, sois reconnaissante. Simplement aujourd'hui, travaille avec honnêteté. Et simplement aujourd'hui, sois aimable avec tout ce qui vit. Bon, tu vois, les 4 derniers, je les trouve magnifiques. Ça va. C'est le premier qui me trigger. On dirait le « aujourd'hui, ne te fâche pas ou ne te mets pas en colère ». Je suis comme, ben voyons donc, c'est important de se mettre en colère des fois. Fait que comment est-ce que tu le perçois, ce principe-là, toi? Pour moi, les principes en général, pour moi, sont une manière de me ramener au moment présent, avant toute chose. Ça me ramène à ici, maintenant, comment je me sens, qu'est-ce qui se passe. Puis, ça me permet d'examiner justement ces émotions-là qui peuvent être déclenchées par le principe que je récite. Puis souvent, je vais pas toutes les réciter one shot, puis faire mon soin ou, je sais pas, vaquer à mes occupations. Je vais en prendre un. Qu'est-ce qui me fait? OK, ça va. Le second, ouf! Là, mettons, ne t'inquiète pas. Ouh, ben là, je fais de l'anxiété, c'est le confinement, je file pas, tu sais, c'est beaucoup. J'ai raison de m'inquiéter, entre guillemets, tu sais, c'est légitime. Ouais. Ben, qu'est-ce que je peux faire, tu sais, avec ça? Comment je peux canaliser ces émotions-là? Est-ce que je peux m'en servir? Est-ce que j'ai un pouvoir sur cette émotion-là? Est-ce que les conditions aussi dans lesquelles je me trouve, mes conditions de vie me permettent peut-être d'explorer ça? De demander de l'aide ou de moi-même procéder à des actions qui me permettraient de peut-être me sentir mieux. Tu sais, toi, c'est celui sur la colère qui déclenche des émotions, tu sais. Puis, t'en as parlé dernièrement, je relisais des passages dans l'essai de Mona Chollet là, sur les sorcières, là. Puis, veux pas, quand tu lis ce genre de choses-là, ben, ouf! C'est difficile de ne pas se mettre en colère. C'est ça fâche, ça enrage, tu sais. Puis pour moi, ben, je me dis, OK, cette colère-là que je ressens, mettons, quand je vis une situation, quand je lis des passages dans ce bouquin-là ou quoi que ce soit, est-ce que je peux m'en servir? C'est ça, c'est que pour moi, la colère peut tellement être un catalyseur de changement important. Exact. Puis tu sais, avec la crise qu'on vit en ce moment, les inégalités systémiques sont tellement remontées à la surface et amplifiées
que dans ma tête, plus je te dis ça, j'ai des frissons partout sur le corps, là. C'est comme si on se met pas en colère, si on n'est pas fâché, il y a quelque chose qui va pas. C'est comme on devrait à quelque part être frustré des inégalités qui sont tellement présentes. Ben oui. Mais je pense que c'est, puis tu l'as bien expliqué, je pense que c'est la différence entre être à la merci de la colère, puis une colère qui nous brûle, puis qui nous empêche qui est un de poison, voir... là. Exactement, versus calmer un peu la colère ou la canaliser de manière à ce que... Et c'est comme le disait Ginette Blais, mon Dieu, que cette entrevue-là m'a tellement chamboulée. Là. Ah, elle était vraiment puissante. C'était vraiment quelque chose. Oui. Puis encore, il y a des gens qui m'écrivent. Je pense qu'hier, il y a quelqu'un qui m'écrit qui me dit « Ah, j'ai écouté ton entrevue avec Ginette, puis mon Dieu, que ça vibrait fort. » Puis tu sais, c'est un taureau qui me dit ça, là. C'est pas quelqu'un qui est super empathique, mais bref. Fait que, oui, il y a cette idée-là de pas être dans la réaction face à la colère, mais de prendre ce sentiment-là, de le transformer en création, puis de créer avec la colère, tu sais. Mais, fait que merci de me l'avoir expliqué. Je pense que ça me fait faire la paix avec ça. Puis en fait, je pense que je mériterais de refaire mes niveaux de Reiki avec une enseignante qui peut-être vibre peut-être plus à mon niveau, tu sais, parce que... Oui. À ce moment-là, l'enseignante que j'avais, puis je la trouve encore merveilleuse, cette femme-là, Suzanne, je l'aime beaucoup, même si on se parle plus tout le temps, mais je pense que à ce moment-là, ça fitait avec où est-ce que j'étais rendue dans mon processus. Mais là, c'est comme si le Reiki que j'ai étudié est resté au même niveau où j'étais jadis, puis que là, j'ai besoin de quelque chose qui est comme plus adapté à où est-ce que je suis rendue, tu sais. Mais ça m'intéresse encore beaucoup parce que je trouve que c'est tellement une méthode qui peut nous permettre de prendre soin de nous par nous-mêmes. Vraiment. T'sais. Vraiment. Puis, c'est du beau self-care, je trouve. Exact. Tu sais, oui, ta formation, t'investis pour, mais après ça, t'as besoin de rien. Tu sais, t'as pas besoin de matériel, t'as juste besoin de ton énergie à toi pour te supporter, te guérir, te guider. Fait qu'il y a quelque chose de vraiment beau là-dedans. Mais on est tellement habitués, je pense surtout dans notre domaine, peut-être de moins en moins, je le perçois moins maintenant, mais au départ, je voyais beaucoup de ce qu'on appelle, je vais dire en français, le matérialisme spirituel. Où, oh mon Dieu, oui. On se procure 10 000 cristaux et paquets de cartes oracles et on se fie un peu là-dessus pour évoluer, pour trouver des réponses, alors que ben, notre seul outil, notre seul instrument qui matter, là, qui est important, c'est nous. Autant le corps physique que ce qui se passe dans ta tête ou dans ton cœur. C'est vraiment le seul. Puis oui, les cartes, tu sais, je lis les cartes moi aussi, là, puis des fois, oui, c'est brouillé dans ma tête. J'ai comme besoin d'une piste ou que... Mais souvent, ce que tu vois dans les cartes, c'est un peu ce que ton intuition me dit, tu sais. Tellement. Souvent, les gens... Le commentaire que j'ai le plus souvent, c'est « Ah, c'est venu confirmer tellement de choses. » Mais c'est rare que à moins que tu sois vraiment déconnecté, les cartes vont jamais t'amener complètement à l'opposé de où est-ce que ton intuition t'amenait. Ça va juste clarifier ta voix, tu sais. Absolument. J'ai une dernière question pour toi par rapport au Reiki. Parce que en Ontario, si je me trompe pas, il y a des hôpitaux qui déjà vont offrir des soins de Reiki aux patients en complément à la médecine plus conventionnelle. Puis, si je me trompe pas encore, au Japon aussi, c'est quand même... parce que je pense que ça a pris naissance au Japon, oui, la racine du Reiki de Mikao Usui, en tout cas, c'est japonais. Au Japon, oui. Fait que je crois que dans certains hôpitaux aussi, là-bas, c'est vraiment plus commun de voir des praticiennes de Reiki. Tu penses-tu que c'est quelque chose qui serait possible au Québec? C'est-tu quelque chose que tu as espoir là-dedans, que ça soit comme un petit peu plus démocratisé, puis peut-être inclus un peu plus dans les soins de santé plus conventionnels? De l'espoir, j'en ai. J'aimerais vraiment, vraiment ça. Je le souhaite. J'en parle des fois avec mon entourage de ça, tu sais, ceux qui me posent beaucoup de questions par rapport au Reiki. Je sais qu'à Toronto, il y avait une espèce d'étude qui avait été faite sur des patients, je pense qu'ils faisaient de la chimio, puis ils ont noté, oui, un apaisement au niveau des symptômes, les effets secondaires, ce genre de choses-là. Aux États-Unis, c'est beaucoup vu. Mais je pense qu'ici, en fait, c'est qu'il n'y a pas d'organisation sérieuse
en lien avec le Reiki, qui régit le Reiki, les maîtres Reiki, la façon dont on l'enseigne. Parce qu'aussi, il y a beaucoup de types de Reiki différents, fait que j'imagine que ça cause un petit peu problème, là. Mais il y a aussi le fait, tu sais, ici, les ministères sont très impliqués, la médecine ici, tu sais, les soins, c'est universel dans le sens où tu sais, on paie pas pour les soins, tandis qu'aux États-Unis, ben tout est une business, même dans les hôpitaux, donc ça m'étonne pas qu'il y ait plus de Reiki dans les hôpitaux là-bas. Tu sais, fait qu'ici, je pense qu'on il faudrait passer par beaucoup de paperasse puis d'aspects administratifs avant que ce soit accepté, disons, dans la médecine conventionnelle. Là. Juste en te posant la question, je viens de réaliser qu'on a de la misère à faire valoir nos sages-femmes au Québec. Ben, c'est ça. Fait que, c'est... Le Reiki est peut-être au bas. Ouais, c'est ça. Comme en posant la question, je suis comme, ouais, c'est vrai que, genre, juste les sages-femmes, ils se battent au Québec pour avoir leur place dans les hôpitaux, tu sais. C'est... Ou les ostéos, tu sais, les ostéopathes, je veux dire, le collège des médecins, ils ont des plaintes, tu sais, fait que le Reiki, j'ose même pas imaginer ça par quoi on devrait passer, tu sais, surtout que des fois, on touche pas la personne ou, tu sais... Gardons espoir. Oui, c'est ça. L'espoir, j'en ai. Ouais, mais c'est drôle parce qu'autant qu'il y a des personnes qui travaillent dans les soins de santé qui sont très rationnelles dans leur approche à la santé, puis très axées sur le corps, mais de plus en plus, on voit des professionnels de la santé qui ont une vision beaucoup plus holistique, puis peut-être même un peu plus ouverte à des pratiques non conventionnelles, mais très traditionnelles et très ancestrales aussi, tu sais, c'est ça qui est drôle, mais on va garder espoir, Oui, c'est ça. Bon, là, on dirait que c'est le fun parce que maintenant que je t'ai devant moi, je peux comme tout te poser les questions qui me chicotaient pour que tu puisses m'éclairer sur ces sujets-là. Fait que là, on a commencé par le Reiki, puis là, on dirait que là, tu m'as apaisé par rapport à ça, je me sens mieux. Mais maintenant, on dirait que c'est par rapport au Kundalini que j'ai besoin d'avoir certains éclaircissements. Tu es praticienne de Kundalini, pardon, puis tu l'enseignes aussi. Puis moi, j'ai commencé à m'intéresser au Kundalini, ça fait environ 7 ans de ça. À Sainte-Thérèse, il y avait une professeure de yoga qui s'appelait Pascal, si je me trompe pas, puis je faisais des cours avec elle. Puis écoute, les premiers cours de Reiki que j'ai pris, pas de Reiki, mon Dieu, je me mélange tout le temps, de Kundalini que j'ai pris, littéralement, j'avais des nausées à la fin des cours. Comme c'était tellement puissant, c'était tellement fort que ça me faisait littéralement vomir à la fin des cours. No joke, là. Puis c'est comme un type de yoga qui est un petit peu plus ésotérique, si on veut. Puis tu vas pouvoir me guider si jamais je me trompe. Puis, je suis comme intéressée de savoir comment est-ce que tu décrirais le yoga Kundalini, parce que moi, une des descriptions que je trouve intéressante par rapport à ça, c'est Russell Brand qui a dit que le Kundalini, dans toutes les traditions de yoga, c'est comme le crack cocaine. C'est genre le type de yoga qui est fucking intense, fucking puissant, puis qui monte à la tête vraiment rapidement. Fait que t'as-tu une manière peut-être plus sage de nous décrire ce qu'est le Kundalini? Je vais essayer. Mais c'est sûr que tu peux avoir des gros buzz en yoga Kundalini. Tu sais, c'est pas étonnant parce qu'il y a beaucoup de gens qui étaient dépendants des drogues ou d'alcool ou peu importe, qui sont tombés dans le yoga Kundalini, puis ça les a un peu... ça les a éloignés, si on veut, des substances plus toxiques, là, qui sont devenus addicts au yoga Kundalini. Ce qui est un peu plus sain. Quand même. Mais, quand même. Mais pour moi, le yoga Kundalini, c'est vraiment un processus de libération. C'est comme ça que je le vois. C'est comme ça que je le décris souvent. C'est un processus de libération parce qu'à travers notre instrument, le corps, à travers les mouvements, à travers les mantras, les vibrations du mantra, à travers les respirations, on va respirer souvent, peut-être plus rapidement, on va faire des respirations de feu, on va faire des mouvements qui sont peut-être plus saccadés, plus rapides, qui vont demander à ce qu'on respire plus puissamment aussi. À travers ce processus physique-là, ça génère tellement de choses au niveau psychique. Pour moi, c'est vraiment une libération, ça fait sortir les émotions, ça fait sortir le méchant. Tu l'as vécu d'une façon peut-être un peu plus violente, là.
Tu sais, en plusieurs années de pratique, moi, j'ai jamais vomi sur le Ah le ouais. Kundalini. Ben, tu sais, j'en ai refait Mais, par après, puis ça s'est bien mais passé. la nausée, c'est quelque chose qui revient parfois, là, quand Ouais, même. ben, je pense aussi que j'étais pas dans une bonne période de ma vie. Tu sais, c'était comme... Ouais. Je travaillais retail dans ce temps-là, puis je suis pas Mm. quelqu'un qui est fait pour travailler dans du retail, là, vraiment pas, là. Fait que oui, ça jouait vraiment beaucoup sur comment je pense que j'acceptais cette énergie-là dans mon corps, puis à quel point mon corps peut-être le combattait ou qu'il y avait beaucoup à purger, I guess, là. Mais c'est intéressant la manière que tu le décris. J'avais jamais vu ça comme un processus de libération. Est-ce que tu dirais que le Kundalini, ça s'inscrit dans la branche du tantrisme? Ou est-ce que je me Oui. trompe? Oui, OK. Non, c'est vraiment... Il y a une grande branche de yoga tantrique là-dedans, de tantrisme dans ces enseignements-là. Oui, absolument. On travaille beaucoup la Shakti, l'énergie sexuelle. Tu sais, on le dira pas comme ça, mais souvent, tu sais, on travaille beaucoup au niveau du triangle inférieur, les 3 premiers chakras, là, puis tout ça. Ouais. Donc, énergie sexuelle, on vient stimuler cette énergie-là, en fait, pour qu'elle se propage, si on veut, dans le corps, puis qu'elle vienne éveiller notre potentiel, tu sais, qu'elle vienne éveiller notre conscience. C'est un peu le principe de tous les yogas aussi, tu sais, l'éveil, c'est ce que en yoga, on veut aller chercher ultimement, là. Ouais. Après, peut-être la maîtrise de certaines postures, surtout en hatha, mais... Ce que je note souvent, puis ce que je me fais dire souvent par des professeurs, ce que je lis souvent, c'est qu'en yoga Kundalini, les espèces de montées ou l'éveil, si tu veux, là, on le ressent... Ben, en fait, c'est pas l'éveil comme tel, c'est vraiment de toucher au point neutre, l'état méditatif, tu sais, où il y a comme rien d'autre qui se passe que le ici maintenant, où t'es comme en parfaite harmonie. J'ai l'impression qu'en yoga Kundalini, on y touche peut-être un peu plus rapidement de par les postures, la respiration, les mantras, tu sais, tout ce qu'on combine ensemble. J'ai l'impression qu'on, tu sais, on vient réveiller peut-être un peu plus rapidement, tu sais, cet éveil-là, ou cet état-là. Puis, vous travaillez beaucoup avec la technologie des chakras, avec le Kundalini? Oui et non. Je te Ok. dirais que oui, mais c'est pas, tu sais... Honnêtement, oui. Dans le sens où on veut éveiller la Kundalini, puis nécessairement pour qu'elle s'éveille, si on veut illustrer ça de cette façon-là, il faut qu'elle passe à travers les différents chakras pour monter. Oui, Elle fait part que de du la racine, puis elle premier monte. de chakra racine, Oui. puis ça passe à travers Jusqu'à la colonne. Jusqu'à Oui. la couronne. Elle Ok. suit le chemin de la colonne vertébrale, puis elle monte pour jusqu'à la couronne, et plus encore, là. Mhm. Mais on travaille beaucoup avec ce qui se passe autour de nous, tu sais, le champ magnétique, l'aura, le halo. Tu sais, en yoga Kundalini, on dit qu'on a 10 corps, donc énergétiques, corps radiant, on a les différents mentaux, là, mental positif, négatif, neutre. Tu sais, il y a toutes sortes de choses. On a aussi les centres lunaires chez les Oui. femmes, ou celles qui s'identifient comme telles, les centres lunaires qui sont associés à des émotions, à des périodes de notre cycle. Et c'est différent aussi pour chaque personne, là, les centres lunaires. Là, tu sais, des fois, tu vas te sentir peut-être plus... tu vas avoir envie de communiquer un peu plus. Ben là, c'est peut-être le centre qui est plus au niveau de la gorge, ou tu sais, qui est au niveau des joues, tu sais. Fait on travaille beaucoup énergétiquement, mais pas nécessairement juste en lien avec les chakras. OK, je comprends. Puis, j'ai l'impression, puis peut-être que je me trompe encore, mais tu sais, comme le tarot, c'est très difficile de mettre le doigt sur d'où ça prend racine. C'est comme c'est un peu mystérieux. Il y en a qui disent que ça vient de l'Égypte, il y en a qui disent que ça vient de l'Italie. Bref, ça serait comme un petit pot pourri de tout ça. Est-ce que la racine ou le berceau du yoga Kundalini est clair? Est-ce que c'est comme Yogi Bhajan qui a starté ça, qui est comme le gourou, en fait, du Kundalini, ou c'est pas lui? Essaie de m'expliquer ça, parce que moi, je suis perdue là-dedans, au bout. Oui. Mais en fait, ça date d'au moins 2000 ans, parce que on parle de yoga Kundalini dans les textes du Upanishad, là, les textes indiens, là, qui sont OK, fait que Yogi Bhajan n'a pas rapport là-dedans, il n'y a pas de... Non. OK, c'est bon. Puis en fait, je pense qu'en Amérique, il y a environ, je dirais qu'il y a 3, je vais dire, gourous, là, ou maîtres en yoga, qui ont parlé du yoga Kundalini au début du 20e, dont il y a Gopi Krishna, il y a Swami Muktananda, si je me trompe pas, puis il y a Yogi Bhajan dans les années 60-70. OK. Donc, ces 3 hommes-là se sont aussi un peu appropriés le yoga Kundalini dans la façon dont ils l'enseignaient. Je sais que Swami Muktananda, lui, parlait beaucoup de Kundalini Shakti, tu
sais. Ah. Je pense que Yogi Bhajan, ce qu'il a fait, c'est qu'en fait, il a pris la formule yoga Kundalini, puis là, c'est devenu peut-être un petit peu plus ésotérique. En fait. OK. Il a combiné plusieurs choses. Ça fait plusieurs fois que tu parles de Shakti. Est-ce que tu pourrais expliquer à quoi tu fais référence quand tu parles de ça? Ben, j'ai pas la science infuse non plus. Il y a beaucoup de choses Évidemment. qui disent sur la Shakti, mais c'est une énergie féminine qui est divine, qui est puissante. Tu peux parler de l'énergie de la terre aussi. Mm. C'est une énergie qui est primitive, en fait. C'est comme notre vraie nature, si tu veux, qu'on va éveiller, la Shakti. Puis elle est associée à la Kundalini parce que c'est un peu le même principe. En termes d'énergie, c'est un peu la même chose. C'est comme la Elle force de vient création, dans le fond. Là. Oui, vraiment. Exactement. C'est ça, ouais. C'est un peu pas, je sais pas c'est quoi le bon mot, là, mais c'est un peu en miroir aussi à sa force, entre guillemets, masculine, qui serait Shiva. Oui, C'est ben ça. oui. Ok. Oui. Mon Dieu. Puis déjà là, je me sens déjà mieux située avec tout ça parce que tu vois, pendant un moment, je pensais que Yogi Bhajan, c'était comme le core, l'épicentre du Kundalini. Puis bon, depuis le début du mouvement MeToo, hashtag MeToo, où est-ce que, dans plusieurs domaines, les hommes qui ont qui ont causé des situations d'abus physiques, sexuels, mental, psychologiques, principalement des femmes, il y a aussi des hommes qui sont victimes de ça. C'est sorti dans tous les domaines, puis le yoga n'a pas fait exception à ça. Fait que presque toutes les grandes traditions de yoga, on peut parler de Ashtanga, Iyengar, Jivamukti, puis là, j'en passe, là. Même récemment, mon Dieu, Shivananda n'a pas été épargné de tout ça. Puis le Kundalini non plus n'a pas fait exception à la règle. Donc, Yogi Bhajan a été accusé de violences physiques, sexuelles, abus mental, tout le kit. Puis, on dirait que moi, maintenant, quand j'entends ce genre d'histoire-là, je deviens extrêmement réactive. Tu sais, je suis encore très... pour moi, c'est comme une patate chaude que je lâche. Fait que je pratiquais le Kundalini par moi-même à travers des méditations. Tu sais, j'avais un livre de méditation, puis dès que j'ai entendu ça, j'ai complètement tout arrêté. Puis, comment est-ce que ta communauté de Kundalini a répondu à ces accusations-là? Puis, comment est-ce que toi, tu fais pour réconcilier ta pratique avec ça? Mais ça, c'est une grosse question, puis... Ouais. Trigger warning, là. Ouais. Tu sais, je suis une survivante de trauma, moi aussi, tu sais, dans mon passé, puis tout ça. Puis je pense que je suis pas la seule, on est une grosse gang. On a beaucoup, tu sais, les femmes, on a vécu beaucoup de violences sexuelles ou d'abus, de violences verbales, violences physiques, peu importe. Ouais. Donc, c'est sûr que pour moi, tu sais, quand j'ai entendu ça, ça a été clair dans ma tête que Yogi Bhajan était barré, là. Puis en même temps, je vais commencer par la communauté, comment ça a été reçu. Donc, sur le coup, c'est certain que si je parle de la communauté internationale, pas juste au Québec, là, internationalement, je pense que la communauté a bien réagi. C'est sûr qu'il y a toujours des clans de gens qui sont dans le déni, là, qui croient pas du tout, puis qui vont blâmer la victime, là, ou les victimes. Mais je crois que la communauté internationale a bien réagi. Tout de suite, il y a des mesures qui ont été prises. Il y a une enquête qui a été lancée, une enquête indépendante par rapport justement aux allégations, puis tout ça. Parce que Yogi Bhajan, il est décédé, ça fait plusieurs années aussi. Là, en 2004. Ouais. C'est ça. Donc, il y a une enquête qui a été lancée, puis tout de suite, ce que j'ai senti, c'est que les gens se regroupaient justement pour en parler, écouter, puis trouver des moyens de « OK, qu'est-ce qu'on fait maintenant avec ça? » tu sais. Yogi Bhajan, c'est sûr, là, il prend une grande place dans les enseignements du yoga Kundalini ici. Tu sais. Les formations sont beaucoup basées sur ce qu'il a monté, là. Puis il a monté plusieurs organisations qui vont régir aussi l'enseignement du yoga Kundalini et tout ça. Est-ce que son système, c'est le 3HO? Ça, c'est une organisation qui a monté, oui, 3HO. Il a monté cette organisation dès qu'il est arrivé, je pense, aux États-Unis, là, en Amérique.
Puis il a monté plusieurs choses. C'était un homme d'affaires, Yogi Bhajan, là. Tu sais, les thés Yogi Tea, c'est lui, là, aussi. Là. Ah, c'est les thés qu'on voit partout. Tu sais, c'est sa business à lui. Tu sais, il a monté aussi des compagnies de sécurité, là, d'agents de sécurité. Tu sais, c'est vraiment un businessman, là, tu sais. C'est genre le Osho du Kundalini, là. Oui, vraiment. Wow! Dans un sens, oui. OK. Puis, ouais. Mais ici, au Québec, la communauté a vraiment bien réagi. Mon professeur, mon guide aussi, qui a une école de yoga Kundalini à Montréal, a tout de suite pris les rênes, si tu veux, puis a dit « Je suis disponible, on va en parler, on va se réunir, on va s'écouter aussi. Qu'est-ce qu'on ressent par rapport à ça? » Parce que oui, ça éveille des choses, des réactions, puis des fois, des vieux traumas que tu n'as peut-être pas encore. Tu sais, ça éveille beaucoup, beaucoup d'émotions. C'est très, très émotif. Pour la suite des choses, je sais pas ce qui va se passer, tu sais, par rapport à ça. Moi, quand j'ai commencé ma pratique de yoga Kundalini, je savais même pas qui était Yogi Bhajan, tu sais. Je connaissais pas cet homme-là. Moi, j'allais à mes cours, puis je faisais la pratique, puis j'appréciais, puis je ressentais des choses extrêmement révélatrices. Tu sais, je me sentais bien, c'était hyper puissant pour moi. Puis c'est quand j'ai entamé ma formation de yoga Kundalini que là, j'ai vu que Yogi Bhajan, OK, là, je sais c'est qui, je sais qu'il a une place importante. Il a, disons, commercialisé le yoga Kundalini ici. On va dire qu'il a pris beaucoup de place dans le sens où il y a des milliers de personnes qui maintenant savent ce que c'est le yoga Kundalini. Puis c'est un peu grâce à lui, là. Donc, pour moi, Yogi Bhajan n'a jamais été un être divin. Là. Je ne l'ai jamais vu comme quelqu'un de supérieur ou comme un gourou. Je l'ai tout le temps vu comme un homme qui partageait ces enseignements-là. Je sais que pour d'autres, ben, il était vu comme une espèce un gourou, là. Suprême. Là, un gourou, ouais. Carrément. Ou un père, ou quelqu'un qui avait la science infuse. Ouais. Puis j'en parlais justement avec des collègues, puis on se disait je suis vraiment contente de ne pas m'être inclinée devant aucun professeur, tu sais, dans ma vie aussi, tu sais, de jamais avoir donné mon pouvoir à quelqu'un d'autre, tu sais, de cette façon-là, tu sais. Fait que pour moi, c'est clair, c'est que la pratique qui compte, tu sais. Puis à mes yeux, j'ai l'impression d'être un peu brouillon dans ma réponse, là, parce qu'il y a plein de choses qui surgissent en moi. C'est sûr que ça éveille des émotions aussi, là, ça éveille beaucoup de choses pour moi aussi. Puis il n'y a pas de réponse parfaite non plus à ça, tu sais, puis on peut en parler même, tu sais, j'ai beaucoup d'amis qui sont des Ashtangis, là, qui pratiquent le Ashtanga, qui font le Mysore et tout, puis c'est une grosse discussion à savoir est-ce qu'on est capable de distancier l'enseignant de la pratique qui a été créée. Puis l'affaire, c'est que dans le cas de Yogi Bhajan, ben c'est pas... tu sais, c'est pas lui qui a créé le Kundalini, ça l'existait avant. Mais tu sais, le Ashtanga, Pattabhis Joy, avant, si je me trompe pas, tu sais, c'est vraiment lui qui a comme forgé la primary series, puis la deuxième, la troisième, etc. Puis tu sais, il y a littéralement des vidéos de lui qui agresse sexuellement pendant les pratiques des femmes, là. C'est aux yeux de tous, là. Fait que c'est comment est-ce que tu peux continuer à nourrir un système ou à participer à un système qui a été systémiquement construit sur une dynamique d'abus. Fait que c'est super touché, puis l'affaire, c'est que pour beaucoup de gens, ce sont des pratiques qui ont amené beaucoup de bien, puis beaucoup de révélations, comme tu le dis. Fait que c'est super touché de savoir où la ligne, puis comment... Tu sais, je pense qu'on est tous dans une époque, puis dans un temps où est-ce qu'on est en train de reframer ça, de recadrer. Comment est-ce qu'on prend ça? Absolument, parce que, tu sais, quand on y pense... les gourous en tant que tels, où justement, tu sais, c'était maître et élève, puis souvent le maître avait un pouvoir incroyable sur l'élève, puis il pouvait être violent aussi, il pouvait agresser, puis il fallait rien dire. Ça, c'est très ère du poisson. Là, on est dans l'ère du Verseau où t'es ton propre gourou. T'as pas besoin de quelqu'un d'autre pour aller toucher à cet éveil-là ou aller t'épanouir ou te développer comme humain. Tu n'as pas besoin de quelqu'un d'autre. T'sais. Oui, tu peux avoir quelqu'un qui va te montrer la voie. On a tous des professeurs qui vont nous montrer la voie, qui vont nous guider. Mais après ça, c'est toi qui utilises ces outils-là. Donc, à mes yeux, Yogi Bhajan, oui, il a permis, si on veut, la commercialisation ici du Yoga Kundalini, de faire connaître cette méthode-là, mais elle date d'au moins 2000 ans, cette méthode-là. C'était là avant lui, ça va être là après lui.
t'sais. Puis moi, je me fie que sur ma pratique, que sur mes ressentis, puis les élèves aussi, les étudiants qui en ressortent des cours, puis qui vivent des choses, qui se permettent des choses, puis qui s'éveillent ou qui prennent conscience peut-être de patterns, de schémas, tout ça, puis ça les aide à aller plus loin dans leur processus, tu sais. C'est là-dessus que j'ai envie de focusser, excuse-moi, tu sais, c'est vraiment là-dessus que... Est-ce que le yoga Kundalini est fait pour tout le monde ou le déconseillerais-tu à certaines personnes? À mes yeux, c'est un yoga qui est accessible à tout le monde. Il y a moyen toujours d'adapter posture, respiration à tout le monde. Dans mes cours, j'ai des gens qui sont des aînés, un mot qu'on entend souvent en ce moment, mais j'ai des gens de tous les âges, tu sais. J'ai des enfants, des fois, qui viennent au cours avec leurs parents, tu sais. J'ai des personnes plus âgées. C'est sûr que si tu es une personne qui est enceinte, il faut faire plus attention par rapport aux respirations, ce genre de choses-là, mais il faut juste adapter, je pense, la méthode à la personne qui est là. T'sais. Crois-tu que le Kundalini Rising ou comme l'éveil de conscience, si c'est pas fait avec l'assistance d'un prof qui maîtrise son sujet, que ça peut être dangereux? Tu sais, comme d'éveiller ta conscience trop rapidement. Tu sais, dans tout ce que je pratique, là, j'essaie de me garder un niveau de scepticisme. OK. Je trouve ça vraiment important, surtout dans le domaine ésotérique ou spirituel. Là, tellement. De garder un niveau de scepticisme. Les montées de Kundalini, à mes yeux, sont possibles dans ta vie de tous les jours, pendant que tu es en train de faire ton ménage, puis sont possibles aussi dans un cours de yoga Kundalini ou de n'importe quel type de yoga. Je pense pas qu'il y a rien qui nous... qui prévient un éveil trop rapide ou qui nous prépare à ça, en fait, là, ce genre d'éveil-là. Je crois pas que c'est dangereux. OK. Puis surtout en yoga Kundalini, tu sais, les gens vont souvent me parler de montée de Kundalini puis tout ça, puis il y a des gens qui espèrent avoir une montée de Kundalini, mais il faut pas espérer ça, faut juste se laisser vivre l'expérience sans d'attente non plus, là. Mais c'est contrôlé, c'est fait de façon contrôlée, cette montée-là en yoga, tu sais, donc les risques d'avoir une montée de Kundalini, à mes yeux, sont très, très faibles, là. Sont très, parce que tu as souvent mesurés. deux courants de pensée. Tu as ceux qui, un peu justement comme toi, vont dire, tu sais, toi, il y a un côté comme scepticisme aussi de comme ça peut-tu vraiment, genre, te monter à la tête puis genre exploser ta conscience puis te faire perdre la boule un peu, là. Il y a cet aspect-là, mais il y a le côté aussi, moi, j'ai déjà entendu une prof de Kundalini me dire que elle avait beaucoup confiance en la sagesse du corps puis de l'âme puis que vu que c'est comme un système un peu autogéré par soi-même, tu sais, que le corps va jamais aller plus loin que ce qui est prêt par lui-même. Exactement. Oh oui, mais tu as d'autres personnes, comme moi, j'avais un ex qui était super contre ça. Tu sais, dans sa tête, même juste de faire des Kapalabhati dans un cours, qui est une respiration comme plus saccadée, qui peut faire monter l'énergie très rapidement, il y avait des risques à ça parce qu'on n'est pas conscient de l'énergie ou comme des exercices avec lesquels on joue, puis qu'il était il était beaucoup dans la peur par rapport à ça. Puis, tu sais, lui, il disait, on peut amener des états d'esprit que les gens sont pas prêts à avoir, tu sais. Fait qu'il y a comme différents courants de pensée, différentes approches. Puis, tu sais, je pose la question juste parce que je pense que j'ai pas encore la réponse pour moi, tu sais, que Mais, tu sais, dans la vie, dans n'importe quoi, on donne du pouvoir... Ce à quoi on donne du pouvoir va prendre du pouvoir, tu sais, va prendre de la place, tu sais. Ouais. Fait que si tu y crois dur comme fer, puis que t'as peur, ben tu vas juste peut-être générer plus de peur aussi. Mais moi, je suis persuadée qu'on a plus de pouvoir que ça, comme humain, sur le contrôle, tu sais, de ce qu'on ressent, de ce qu'on vit, puis tout ça. Je pense qu'on a un petit peu plus de contrôle qu'on le pense, là. Puis peut-être que sa peur lui parle à lui aussi, tu sais. C'est peut-être que sa peur, c'est un message de son intuition, de comme, cette pratique-là prend ce smooth, puis tandis que si une personne approche ça avec le cœur ouvert, puis qu'il n'y a pas de peur, puis juste comme une excitation, puis une motivation, ben peut-être que c'est la voix de l'intuition qui dit aussi, tu sais, suis ce parcours-là, là. Ben exactement, tu sais. Puis les gens qui vont à Yoga Kundalini, c'est parce qu'ils ont envie de ça aussi. Ouais. Tu offres maintenant des cours de Kundalini sur Internet depuis quelques semaines. Comment est-ce qu'on peut te retrouver pour tes cours de Kundalini?
pour ceux qui voudraient essayer, mettons, cette pratique-là? Ben en fait, il y a qu'à m'écrire. Toutes mes infos sont sur mon site, few.life. Puis sinon, Instagram, je dirais que c'est ma deuxième plus grande plateforme où je partage beaucoup de liens puis de trucs par rapport à ça. Donc, c'est tout simple. Puis pas besoin d'expérience non plus. Puis c'est chacun chez soi. Pas besoin d'être à la vue de tous non plus. Puis... c'est une fois par semaine pour la durée du confinement. Là, j'ai décidé de faire que 4 cours pour l'instant. Donc, il en reste 2 encore. Puis, on verra pour la suite. Parce que c'est sûr que plus tu es dans l'ésotérisme, plus c'est peut-être difficile d'avoir un gros groupe. Là, on est une quinzaine, une vingtaine de personnes. Donc, c'est déjà pas mal, je veux dire, pour pratiquer ce genre de yoga-là. Mais je pense qu'il faut rester ouvert avec le yoga Kundalini. Il faut essayer 1 fois, 2 fois, puis essayer de voir si ça nous parle. Je suis curieuse de savoir... Ben, en fait, avant de te poser la question que moi je veux savoir, je suis certaine que la question qui est dans la tête de toutes les personnes qui savent c'est quoi le yoga Kundalini mais qui l'ont pas essayé, c'est ben là, faut-tu que je mette mon chapeau blanc? Est-ce qu'il faut que je couvre ma tête? Est-ce que je dois être habillée en blanc? On dirait que le outfit du Kundalini crée beaucoup de résistance chez les gens. Mais ça, c'est Yogi Bhajan qui a amené ça, de s'habiller en blanc puis de porter un couvre-chef. Parce que Yogi Bhajan, ben, il était de religion sikh, donc il portait le turban. Donc, je pense qu'il a un peu transposé ça dans la pratique. Donc, il y a certaines personnes qui ont choisi de se convertir au sikhisme aussi. Tu sais, j'ai un de mes professeurs qui s'est converti au sikhisme, puis qui pratique cette religion-là, puis qui pratique le yoga Kundalini. Mais c'est absolument pas nécessaire là, de s'habiller en blanc. C'est qu'on dit que le blanc amplifierait notre aura d'à peu près 1 pied. Puis de se couvrir la tête, ben c'est justement pour permettre à l'énergie de pas sortir, d'être contenue dans le corps. Entre autres, mais aussi parce qu'on dit que le couvre-chef ou le turban là, va appuyer sur des points de pression au niveau de la tête, du front, va venir stimuler certaines choses, puis aussi va peut-être amplifier la concentration, on va être plus concentré dans la pratique. Mais souvent, hier, j'étais comme en legging noir, t-shirt rayé, quand j'enseignais. Tu sais, je suis pas stressée avec ça. Ouais. Je pense que c'est la pratique avant tout, puis tu viens comme as you are, là. Il n'y a pas de... vraiment pas d'obligation, là. Mais je peux tellement voir comment... Personnellement, là, la couleur avec laquelle tu décides de t'habiller peut tellement avoir un impact sur ton énergie. Là. Ça, j'y crois à 100%. Puis je peux voir comment le blanc est très comme expensive, justement. Oui. Puis moi, c'est pour ça que je pense avant de faire ma formation, tout ça, moi, je pratiquais tout le temps habillée, tu sais, en noir, en couleur foncée. J'avais que du noir dans ma garde-robe. Puis j'ai commencé à mettre du blanc tranquillement, tu sais, à inclure ça dans ma garde-robe. Puis j'adore porter le blanc maintenant parce qu'il y a quelque chose de très... je sais pas, c'est comme si ça rend plus vaste, tu sais, ton corps, où il y a quelque chose d'énergétique aussi, tu sais, dans ça. Il y a vraiment... Oui, c'est sûr. Moi, j'ai rien de blanc dans ma garde-robe juste parce que ça reste jamais blanc. Comme littéralement, je sais pas laver du linge blanc. Je suis fucking gaffeuse, fait que j'étache toujours mes vêtements blancs. Mais je veux essayer parce que moi, je suis très poussée vers le noir. Évidemment, là, c'est peut-être mon côté sorcière, justement. Mon mindset, je réalise qu'il est très basé sur la protection. Ça, c'est peut-être le côté scorpion aussi, tu sais, je ressens souvent un besoin de protéger mon énergie. Puis c'est peut-être aussi un pattern avec lequel je travaille. Fait que je trouverais ça intéressant d'essayer de shifter ça. Puis, tu sais, même des journées où est-ce que j'ai envie d'être créative, peut-être de m'habiller en rouge, tu sais, ou en orange. Des journées où est-ce que je veux travailler mon chakra du cœur, de m'habiller en vert, tu sais. Fait que ce sera un exercice le fun à faire. Puis en tout cas, faut pas que ça devienne une raison pour que je change mon garde-robe non plus, là, parce que Dieu sait que toutes les raisons sont bonnes, n'est-ce pas? Toutes les raisons sont bonnes. On retourne dans le matérialisme spirituel avec ça. Exactement. Puis par là, ben ça fait un beau pont vers la question que moi je voulais te poser parce que t'es présente sur Instagram, puis je trouve que tu fais super bien ça. Comme j'admire beaucoup la manière que tu partages avec intention, puis de manière très concise, en fait. J'ai l'impression que tu ne t'éparpilles pas, et puis que c'est très intentionnel, en fait. Merci. Comment tu te sens par rapport à Instagram? C'est quoi ta relation, ta dynamique avec cette bébite-là?
c'est un bel outil pour Ouais. partager ce que j'ai envie de dire, partager mes méthodes ou annoncer que je donne des cours, des formations. C'est vraiment... c'est sûr que je résonne pas avec tout ce qui se fait sur Instagram dans notre domaine. Des fois, ça me... oui, ça peut être un petit trigger, là. Ça déclenche certaines émotions, mais j'essaie toujours de le faire en conscience. Puis si je sens que quand j'ai envie de publier quelque chose, ça vient d'un fond peut-être moins aligné, là, d'une intention moins alignée, je me retiens, en fait. Si c'est juste parce que je veux me faire voir, là, tu sais, ou... je me retiens vraiment de le faire. T'sais. Si j'ai rien à dire aussi, je me retiens de le faire. Si c'est juste comme une impulsion d'être sur la plateforme versus j'ai quelque chose que je veux partager, maintenant, comment je le partage avec le plus d'authenticité possible, tu sais. Oui, toujours. J'essaie vraiment Mais c'est ça, j'essaie de pas tomber aussi dans les modes, là... Tu sais, je suis pas une coach, je suis pas... tu sais, j'essaie de pas tomber là-dedans parce que ou de vendre la spiritualité. Parce que pour moi, c'est un chemin qui est distinct, qui est différent pour chaque personne. Puis la personne, elle a des choses à vivre des fois avant de se rendre à toi aussi, tu sais, ou de se rendre à tes outils, tu sais. Fait que même si j'essaie de te marteler 20 fois par jour que je lance un programme ou que j'ai un outil parfait pour... t'ouvrir, puis pour que tu trouves ta voie. Si t'es pas rendu là, ben, tu sais, ça sert à rien, là. Tu sais, je parle dans le vide, là, tu sais. Puis j'essaie de garder une intention toujours derrière, là. Je peux-tu te demander, c'est quel genre de pratique sur Instagram qui te fait grincer des dents un peu, que t'es comme, je suis comme curieuse de... Parce que, évidemment, moi, avec, il y a des choses que je vois que je suis comme... Ben, écoute, je suis persuadée que tout le monde a quelque chose à offrir, puis que ça part toujours d'une bonne intention, puis qu'il y a un désir derrière ça, mais j'ai l'impression que des fois, la communauté se parle entre elles, puis parle pas nécessairement aux gens à l'extérieur, si tu veux, de ce domaine-là. De leur bulle, comme telle, tu sais. J'ai l'impression qu'on est dans une bulle, des fois. Puis c'est correct parce qu'en fait, ça résonne pas avec moi, donc je regarde pas vraiment ça, tu sais, je me sens pas interpellée par ça, mais... J'ose pas trop... tu veux pas trop pointer le doigt. C'est ça! Parce que honnêtement, je suis persuadée que ça part toujours d'une bonne intention puis d'un désir d'offrir. Puis... Mais c'est pas parce qu'admettons, toi, t'as trouvé ta voie ou toi, cet outil-là, te fait un bien extraordinaire que la personne... ça va résonner avec elle ou que, tu sais, la personne a aussi un parcours, elle doit vivre des choses avant de se rendre là, tu sais, souviens-toi de ton parcours aussi, où ça a été long, tu sais, peut-être avant d'arriver au yoga ou d'arriver à te faire du bien à travers ce genre de méthode-là, le tarot, les cartes, peu importe, tu sais. Fait que je pense qu'il faut prendre ça en considération aussi, tu sais. Moi, je pense que la seule... je pense que c'est comme où est-ce que j'ai des résistances avec certaines... approche sur Instagram dans notre business, mettons, dans notre industrie, si on veut, c'est pas tant le contenu, mais c'est le contenant, des fois. C'est genre le côté... comme, tu sais, il y a souvent comme des figures ou des personnalités qui concentrent leur énergie sur trainer ou former des gens pour savoir comment tout faire ta petite recette préconçue. Puis là, tu t'inscris là. Puis là, en allant sur tel site, tu vas t'inscrire au newsletter. Puis là, au newsletter, tu vas pouvoir participer à telle formation. Tu reçois une méditation gratuite. Tu sais, c'est comme tout ce packaging-là commercial Instagram pré-mâché que automatiquement, quand je tombe là-dedans ou quand je tombe sur quelqu'un qui fait ça, moi, j'ai une résistance énorme. Parce qu'on dirait que le package enlève la saveur personnelle à la personne, je trouve. C'est comme... t'as pas trouvé ton chemin. Ça part de son essence. C'est ça, on dirait que t'as pas trouvé ton chemin à toi de comment tu veux le partager. T'as pris la recette à quelqu'un, ça a fonctionné pour elle, puis là, toi, tu t'embarques là-dedans, puis on dirait que c'est là que moi, je me perds un petit peu. Tu sais, que je suis moins intéressée à ça.
Oui. Je suis moins intéressée par les aspects marketing, vente de la spiritualité ou de domaine connexe. Là. Je suis vraiment... c'est quelque chose qui ne m'interpelle pas. Puis dans un sens, c'est parce que c'est pas à moi que ça s'adresse non plus. C'est ça. Puis tu sais, puis c'est un peu le même concept, je trouve, que le yoga show en général. Là. Oui. J'ai comme... tu sais, moi, j'ai commencé par le yoga show parce que... Puis ça fait... mon Dieu, ça fait un petit bout, là. Ça fait comme 9 ans de ça. Puis c'était parce que je voulais perdre du poids. Puis parce que, tu sais, il y avait vraiment l'aspect power yoga. Je veux me mettre en forme, nanana. Puis je pense que c'est une belle porte d'entrée. Fait que souvent, les programmes tout pre-packaged, il y a quelque chose d'attirant pour les gens qui ont besoin d'être rassurés, qui connaissent pas ça. Puis le yoga show, c'est un peu ça. C'est comme, c'est une porte d'entrée plus facile. Mais une fois que tu es entré, c'est là qu'il faut que tu trouves ta voie à toi. Puis j'écoutais hier un podcast super intéressant où est-ce que l'invité, c'était Danielle Laporte. Je pense que tu la connais aussi. Oui, je connais Danielle Laporte. Celle qui écrit The Desire Map, Fire Starter Sessions, tout ça. Puis elle s'est comme éclipsée pendant un bout, puis là, je pense qu'elle est en train de refaire un petit comeback. Oui. Puis je l'aime beaucoup, cette femme-là. À chaque fois qu'elle parle, je suis comme, tu résonnes vraiment pour moi. Puis le nom du podcast, c'était « Be Your Own Guru ». Tu sais, arrête de mettre ça dans les mains de quelqu'un d'autre. Puis un des aspects qu'elle amenait que je trouvais super intéressant, c'est important que tu diffuses pas ton énergie à travers toutes les offres qui sont présentes. Trouve l'enseignant ou la personne qui te parle, puis fais un bout de chemin avec cette personne-là. Tu sais, trouve ta tribe, trouve peut-être 1, 2 profs qui résonnent avec toi, mais reste. Parce que c'est avec le travail constant que tu vas vraiment être capable d'approfondir, puis de faire des réalisations, de te libérer, justement, tu sais, de plein de choses, fait que ça me... Mais parce que l'humain a envie, c'est normal, c'est dans notre nature, on veut vivre des expériences. Donc quand tu vas dans un cours de yoga Kundalini, il y en a beaucoup qui viennent en espérant vivre un éveil, tu sais, ou une montée de Kundalini. Dès le premier cours. Oui, tu veux vivre quelque chose tout de suite, puis c'est normal, c'est dans notre nature. On va continuer à perpétrer. À perpétrer. Je vais y arriver, perpétrer ce schéma-là, dans le sens où on veut vivre des expériences. Mais ce qui est important, ce qui crée vraiment des effets sur le long terme, c'est quand tu as une discipline ou quand, justement, comme elle dit, tu fais un bout de chemin avec un professeur ou un enseignement, puis que là, tu te construis un peu autour de ça, que tu prends ça, puis que tu l'explores, puis tout ça, puis avec le temps, tu vas voir que ça a des effets qui sont beaucoup plus importants, puis sur le long terme aussi. C'est quelque chose qui va te suivre beaucoup plus longtemps aussi. Tellement intéressant tout ça. Mon Dieu, je pense que je pourrais te garder encore pour converser pour une autre heure. Ça n'a pas de bon sens. Si les gens veulent te retrouver, Marjorie, ils peuvent le faire sur ton site web, comme tu disais, few.life. Sinon, tu as ta page Instagram. C'est quoi le handle? C'est marjorie.few? C'est marjorie.few. OK, c'est ça, exactement. Puis évidemment, tous les liens vont être dans la description de l'épisode si vous voulez retrouver Marjorie. Je te remercie tellement pour le temps que tu nous as offert de démystifier des sujets qui peuvent être complexes. Puis merci pour ton ouverture aussi. Je sais qu'il y a certaines questions qui peuvent être plus triggering. Oui. Donc, merci d'avoir accepté de répondre à mes questions très précises. Merci à toi. Vraiment, toujours un plaisir de te parler, en fait. Toujours vraiment intéressant. Puis moi aussi, je passerai des heures à te jaser. Oui, c'est le fun. Donc, merci beaucoup, Marjorie. Puis, je suis excitée de voir qu'est-ce que le reste de 2020 va nous amener. Puis, je tiens aussi à préciser que je considère que ton travail est super important, puis merci d'offrir tout ce que tu offres à notre communauté qui a tellement besoin de regroupement puis de lumière en ce moment. Bien, merci beaucoup, ça me fait plaisir, merci. N'oubliez pas que pour retrouver Marjorie, tous les liens sont dans la description de l'épisode. La meilleure manière que vous pouvez supporter le podcast, c'est en allant vous abonner sur la plateforme de votre choix, que ce soit Spotify, Google ou Apple Podcast, en rédigeant un commentaire ou en notant le podcast aussi, ça l'aide énormément. Puis vous pouvez aussi partager les épisodes avec des amis que vous croyez qu'ils vont apprécier ou avec qui ça va résonner.
Je pense que quand on le fait comme ça, d'une manière super organique, bouche à oreille, d'après moi, c'est la meilleure manière de le faire. C'est ce qui est de plus authentique et de plus véridique aussi. Cette semaine, si vous voulez pratiquer avec moi, j'offre un cours le 24 mai prochain, donc dimanche soir. C'est un High Times Yoga, donc un yoga et cannabis. Bien évidemment, vous n'êtes pas obligé de consommer du cannabis. C'est un cours que j'appelle du lazy yoga, donc un yoga feel good pour se sentir bien, atterrir dans son corps en toute simplicité. Puis, bien écoutez, c'est ça. J'espère vous voir à ce cours de yoga-là. Sinon, restez à l'affût, je vais sortir mon horaire pour le mois de juin. Je suis encore en train de réfléchir à ce que j'ai envie de créer, mais je vous prépare vraiment des belles surprises, je pense. Je me sens très, très, très inspirée ces temps-ci dans ce que j'ai envie de vous offrir, puis dans la manière que j'ai envie de le faire. Puis c'est ça. Écoutez, je vous souhaite de passer une super belle semaine. Je vous souhaite de prendre soin de vous, d'honorer cette belle nouvelle lune-là dans le signe du Gémeaux à la manière qui résonne pour vous. On va se retrouver la semaine prochaine pour un tout nouvel épisode de questions-réponses. Donc, n'hésitez pas à m'envoyer vos questions à l'adresse info@vanessaDL.com. Ici Vanessa DL et je vous dis ainsi soit-il. Une production Roméo.